To do seulement, to do seulement, comme ça. La vie c'était pas tant. Je suis là pour vous présenter le label Écopole. Depuis 20 ans, on habite dans des maisons dans lesquelles on est comme des abeilles. On butine et on peut y faire son nid. On a commencé l'aventure Écopole sous l'étiquette tir groupé. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on sort un livre qui a la particularité de résumer toute cette aventure et de permettre à d'autres de s'en inspirer, comme nous sommes inspirés d'autres. Au tout début, on était inspiré par les friches industrielles. C'est un des grands pôles d'inspiration que nous avons découvert dans l'Écopole. Et il se trouve qu'à Lausanne, au même titre qu'à la friche Belle de Mai à Marseille ou plus largement dans le monde, par exemple à New York avec Soho, il y a des friches qui sont des vitalités pour les créateurs, même si après quelques années, les prix du marché immobilier font que ça monte tellement qu'on n'arrive plus nécessairement à en jouir aussi facilement comme un artiste qui n'a pas beaucoup de moyens et qui a envie de vivre dans des lieux comme ça. C'est pour ça qu'on a assez vite rebondi dans un lieu qui s'appelait le Labyrinthe, un 32 pièces cuisine dans lequel on s'est retrouvé comme si on était dans une ruche hyper active. On a eu 40 000 personnes qui ont visité ce lieu en 3 ans. Un immeuble du XIIIe siècle dans lequel le grenier nous permettait d'accueillir du public complètement mélangé, dans lequel on a vécu des choses incroyables. On a pu accueillir des mélanges entre des stars comme René Burri ou Robert Doisneau qui mélangeaient leurs photographies avec des photographies d'enfants. On a pu y habiter et y développer une activité sociale. On a pu découvrir ce que nous appelions à l'époque la non-dépense, puisqu'on n'avait pas beaucoup de sous, donc tout simplement, on essayait de ne pas dépenser trop. Et pour ça, on trouvait des solutions alternatives, ce qui nous a amené progressivement vers la simplicité volontaire qu'on a découvert bien plus tard comme un phénomène existant. On partageait tout, on était déjà dans l'esprit du copyleft, de la culture libre. Et aujourd'hui, eh bien, on a découvert qu'il y avait tout un mouvement de ce domaine-là qui va bien au-delà de notre petite initiative. On voit là quelques initiatives concrètes qu'on a réalisées, des expositions, des concerts. On a accueilli les jeunes qui démarraient dans la vie artistique. On a créé le veau d'art pour symboliser l'idée que le veau d'or, c'était l'art, c'était un rêve, et puis qu'en fait, il fallait confronter ses rêves avec la réalité. Et on a ensuite changé de locaux et on a rebondi dans un nouveau bâtiment, puisque le bâtiment était prêté. C'était ça notre force, c'est qu'on essayait d'éviter des surcoûts. Et comme ça, on pouvait être très créatif, mais effectivement, au début, il valait mieux accepter de déménager souvent. Donc on a rebondi à la place du château en 96, 96, et on a développé des projets très rapidement avec le web, avec cette culture du partage sur Internet. Et ensuite, on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait rattacher nos projets locaux avec des projets à dimension internationale. Et on s'est rendu compte que notre art de vivre, cette manière de faire, où au final, on était en même temps mixte socialement, avec des gens de toutes situations de revenus, de vie sociale, mixte culturellement avec des gens de toute réalité culturelle, mixte générationnellement avec des grands-parents, des petits-enfants. Et puis, cette mixité, ça nous permettait de dire, bon, on doit créer un peu un climat de confiance, on doit éviter d'être tout le temps trop sérieux ou trop complètement hippie, l'idée communauté, c'est n'importe quoi, les gens, ils savent pas où ils vont, ils s'amusent juste, ils vivent au moment présent. On a essayé de trouver une espèce d'intermédiaire, de situation, justement, troisième voie. Et cette troisième voie, il y a eu un petit truc concret où on a dit non, il faut qu'on joue le jeu. C'était donner une bonne première image parce qu'on a
jamais 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc on a un petit peu changé notre forme, on a utilisé des termes un peu différents, mais au fond, notre créativité initiale, malgré le fait qu'on a développé des projets, et là on voit 3, 4 images de films, de projets qu'on a réalisés avec des fonds européens pour l'innovation pédagogique, puisqu'on était arrivé à ce stade de créativité et de maîtrise des dossiers qui nous permettaient de développer dans l'éco-construction, dans l'accessibilité pour tous, des projets de ce type. Et on a dit la seule chose symboliquement qu'il faut qu'on fasse, c'est d'avoir une image a priori comme ça pour le premier contact, un peu plus classique. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Alors, mis à part ça, l'aventure continue. Les choses n'ont pas fondamentalement changé. Simplement, on a réussi à créer un climat de confiance et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines images. Donc, d'une part, pendant 20 ans, on a réussi à développer 40 maisons dans lesquelles il y avait de la créativité, du logement intergénérationnel, des projets, des financements fédéraux, européens, des initiatives locales, de l'accueil de personnes dans des situations sociales difficiles, ce qui a priori paraît complètement illogique, parce qu'on se dit, attendez, votre domaine, c'est quoi? C'est le social, c'est l'environnement, c'est l'artistique? Ah non, nous, notre domaine, c'est la transdisciplinarité, c'est le partage de toutes les valeurs du développement durable, de la simplicité volontaire, dans tous les domaines. Alors voilà un exemple de lieu qu'on a découvert. Il est en Suisse, c'est le lieu de Bruno Weber, qui nous a accueillis en 2007, et qui a la particularité d'être un lieu où on peut en même temps vivre dans un environnement de sculpture incroyable et en même temps découvrir des projets d'innovation. Là, on est à Kraftwerk. On a été invité pour découvrir un lieu où il y a une série de logements totalement différents, du studio aux 15 pièces. Et là, on est dans un 15 pièces où plein de gens habitent différents. Et c'est l'aventure de la Smala où on a découvert des lieux. Et puis, on a essayé de développer des lieux de créativité avec, notamment, des sources d'inspiration. C'est pour ça qu'on a fait ce projet 365 films sur le chemin des pratiques durables, pour que d'autres, sans avoir à venir nécessairement chez nous, puissent découvrir à quel point notre art de vivre pouvait être appliqué ou découvert par d'autres assez simplement à travers des films ou à travers des livres. Voilà des exemples de communautés dans lesquelles nous avons soit eu des liens, soit participé activement. On voit la communauté TEDx. Donc communauté, c'est un mot qui souvent fait peur, mais là on montre à quel point la communauté TEDx, par exemple, c'est simplement une communauté de promoteurs d'idées innovantes et inspirantes pour susciter des vocations sociales et professionnelles. Et bien voilà, on a des gens qui se réunissent et qui font quelque chose ensemble. Au même titre, là on voit à Haïti une communauté de développement qui se réunit pour partager des bonnes pratiques. Alors là, on rentre dans une approche plus ésotérique ici. C'est Finnhorn, c'est un lieu de recueillement. Et on a commencé à partir de 2002-2003 de dire « soyons courageux, allons jusqu'au bout de notre démarche, allons visiter pratiquement physiquement tous ces lieux importants, Finnhorn, Damanhur, Oroville, Torre Superiore et de nombreux autres éco-villages. » Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point eux, ils avaient fait vraiment un très bon travail. Là, on voit par exemple une serre dans laquelle il y a le traitement de l'eau pour 500 personnes. Donc toute l'eau de bain, de vaisselle, elle est traitée entièrement par des plantes pour un village entier. Et on a vu que c'est possible et que c'est financé eux aussi par l'Union européenne. Et vous voyez qu'à l'époque, je gardais mon habit bleu. Là, on voit des projets différents. Des projets Masdar en haut, où c'est une ville construite from scratch, de zéro, pour justement une dimension écologique purement technique, mais très forte. Donc là, c'est une maison dans une ville de 50 000 personnes qui est en train d'être construite dans le désert, dans les Émirats arabes unis. Et en bas, on voit le système de bus de Curitiba, une écoville en devenir au Brésil, dont la particularité, c'est qu'au-delà
de ces bus, c'est toute une dynamique d'accompagnement des citoyens pour qu'ils se responsabilisent dans le développement durable, alors qu'on a l'image que le Brésil est un pays dit en développement, ils ont beaucoup à nous apprendre. Néanmoins, on s'est rendu compte que les écovillages avaient plus de valeur, et avaient notamment plus de valeur que les écoquartiers, qui restaient, comme les écovilles, souvent des projets passablement techniques, où le lien et la viabilité de la communauté étaient relativement peu abordés, peu traités, dans lesquels les gens avaient une économie d'énergie fossile, mais n'avaient pas une économie d'énergie relationnelle, et dans lequel le voisin restait fréquenté, mais pas connecté. Là, on voit BZ, qui est un des grands exemples d'éco-construction, mais on voit que les 5 piliers d'un écoquartier n'incluent pas la relation humaine. Par contre, les transition towns, eux, sont des lieux dans le monde, et on voit qu'il y a une grande activité dans le monde entier depuis 10 ans pour les villages en transition. Et eux, ces pionniers-là, ils ont pour but de transformer radicalement le mode de vie dans les quartiers et d'aller plus loin. Par contre, comme ils ont des lieux qui existent déjà, c'est plus difficile, parce qu'il faut convaincre les gens qui habitent, et notamment les convaincre d'abandonner une partie de la propriété privée pour entrer dans une propriété coopérative partagée dans laquelle on ne peut plus imposer ses voisins, ni se les faire imposer, ce qui permet qu'il y ait une relation humaine meilleure. Donc c'est dans ce contexte qu'on a découvert le réseau des créatifs culturels, des gens qui avaient la particularité d'être tous reliés à ces valeurs de partage qui nous touchent profondément. C'est dans ce contexte qu'on a découvert et qu'on a ensuite développé la Chambre vaudoise de l'économie sociale et solidaire, alors que d'autres chambres étaient en construction en Suisse et en Europe. Et ce travail-là de l'association Smala, qui n'a de loin pas été fait seul, mais dans lequel on a joué un rôle important, nous a permis de nous connecter avec tout un réseau de fournisseurs essentiels pour la création d'écolieux. Aujourd'hui, on a découvert à quel point il y a d'autres personnes qui font la même chose. Les entrepreneurs sociaux. Plus de 50% des gens en Europe connaissent le terme, mais ne réussissent pas à dire qu'est-ce que c'est un entrepreneur social. Les incubateurs d'innovation sociale, on pense toujours qu'un incubateur, c'est pour de la technologie, pour des start-up, pour des biotech, des technotech. Eh bien non, on peut aussi accompagner, comme une petite pousse qui germe, la maturation d'un projet à vocation humaniste. Et c'est l'intérêt même des incubateurs, et c'est à travers nos projets en Union européenne qu'on est passé d'une activité locale où on gérait des maisons presque abandonnées pour leur redonner vie temporairement comme des artistes créatifs qui se tâtonnent, à une gestion beaucoup plus solide, beaucoup plus durable de lieux qui incubent l'innovation sociale, entreprennent à but socioculturel et qui gèrent la complexité des différentes composantes de ces approches transdisciplinaires où il y a en même temps du social, de la culturelle, du budget, de la relation humaine, accueillir les personnes qui sont dans des situations sociales difficiles, etc., etc. Et il faut prendre en compte tous ces aspects en même temps, et c'est là que ça devient complexe, mais c'est possible, et c'est justement l'esprit des écopoles et des écovillages. On a travaillé sur la citoyenneté numérique parce que c'est très important de ne pas oublier qu'Internet peut être un allié s'il est bien utilisé et qu'au lieu de le rejeter, il vaut mieux devenir le média. On a fait un gros travail en parallèle et ce travail facilite beaucoup les relations humaines dans les écopoles puisqu'il permet qu'il y ait une communication fluide et un partage de l'information très apprécié. On a développé l'économie sociale et solidaire, on a accompagné et apporté beaucoup de matériel et de locaux à des petits porteurs de projets de notre région. Et dans ce contexte, on a découvert l'évolution historique de cette approche « faites-le vous-même », DIY, do it yourself. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a découvert le mouvement Open Source Écologie, qui fait l'objet de plusieurs films, dans les 365 films sur le chemin des pratiques durables, et qui est un mouvement essentiel, le mouvement du « faites-le vous-même » pour créer des micro-usines, pour dire clairement au monde de l'économie, oui, il y a des raisons d'être industriel, mais sans gaspillage, avec des petites usines locales qui répondent à des besoins concrets, et on peut créer un village avec des
petits tracteurs locaux qui dureront longtemps, avec des machines qui fabriquent des briques. Et on peut faire tout cela concrètement avec l'esprit dit open source ou libre, en partageant les modes d'emploi et les manières de fabriquer ces machines, et en ne refusant pas l'industrie, mais en la rendant plus humaniste. En évitant notamment l'obsolescence programmée, en permettant que les gens puissent réparer eux-mêmes, etc. On a aussi découvert le woofing. Peut-être parmi vous, certains le connaissent déjà. L'esprit de travailler dans les fermes, souvent bio ou biodynamiques, pour aider ces paysans courageux qui reçoivent moins de subventions et qui décident de faire un choix citoyen de ne pas polluer la terre et de s'engager pour un monde meilleur, tout en essayant d'avoir le soutien de la région et des passionnés, des jeunes qui souvent disent « j'ai du temps, j'ai envie d'apprendre pratiquement, je ne veux pas me limiter à la théorie de l'agriculture durable ou du bio, je veux me lancer dans la pratique et d'aller donner des coups de main ». Et là, on a découvert un lieu incroyable au Brésil, s'appelle IPEC, qui forme des centaines de personnes à développer des écolieux dans le monde entier. Simplicité volontaire, c'est un petit peu notre fil rouge. Ça évite le consumérisme et ça permet de développer des maisons dans un esprit de permaculture, d'anthroposophie, qui sont peut-être les méthodes ou les philosophies les plus profondément écologiques, durables, gérant la complexité, incubant l'innovation sociale et traitant globalement et transversalement de toutes ces thématiques, le logement, les soins, la construction, les relations humaines, et qui ont le courage d'aborder concrètement toutes ces thématiques comme dans l'esprit Écopole. Alors finalement, Écopole, c'est quoi? Eh bien, c'est des lieux dans lesquels les gens peuvent cohabiter, coopérer. Ils ont leur petit foyer à eux, mais en plus de ça, ils acceptent de partager des choses. Alors par exemple, mettre en minimum en Suisse 3 francs par mètre carré privé et par mois, donc une famille qui a 100 mètres carrés va mettre au moins 300 francs, pour aller au-delà de dire je paye juste les charges de concierge pour les couloirs et puis le gazon, et puis éventuellement quelques charges d'électricité du lampadaire devant la maison. Avec ces 300 francs, même si ce n'est pas beaucoup pour une famille, on va pouvoir décider d'avoir peut-être un véhicule mobility ensemble, on va avoir peut-être des consommables de base comme ne serait-ce que de l'huile, du vinaigre ou des épices qu'on va pouvoir acquérir et partager. On va pouvoir avoir des espaces communs, on va pouvoir accueillir les enfants plutôt que d'avoir une salle de jeu pour les enfants pour chaque famille, on va les partager, des salles polyvalentes. Et puis plus largement, dans l'esprit Écopole, on va pouvoir se rendre ces services, puisque si on met 300 francs ensemble, sur les 300 francs, il y a peut-être la moitié ou le tiers qui va pour acheter du matériel. Mais il y a une partie qui va pour acheter du service. Et là, la maturité d'un lieu de vie, c'est justement lorsque ça peut être les habitants eux-mêmes qui rendent ces services et non pas les gens de l'extérieur. Et ça change tout. C'est ça qui est intéressant, c'est l'idée de dire nous fournissons, et nous avons le courage de dire d'abord on paye, nous fournissons des services et ensuite nous sommes payés pour être reconnus pour notre travail. C'est une petite virgule, mais lorsqu'on est arrivé dans les écovillages comme Auroville, Finhorn, on a découvert que même ça, ils trouvaient intéressant chez nous et que ça leur avait manqué, et que du fait qu'ils n'avaient pas mis ça sur pied dès le début, l'absence de cette règle la rendait applicable beaucoup plus difficilement après, parce que lorsque c'était trop tard, les choses ont démarré, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière, dans le sens où les gens disent « Attendez, moi vous n'allez pas m'imposer un système, les règles du jeu n'étaient pas annoncées comme ça au début, donc moi maintenant je donne un coup de main quand je peux, et surtout je ne vais pas mettre de l'argent ensemble. » Donc on retombe dans la difficulté initiale, qui est malheureusement trop fréquente, de l'individualisme, où les gens disent « l'éco-construction, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord d'aller plus loin et de construire une relation humaine forte et des relations économiques fortes avec mes cohabitants. » Donc on a dit, sur cette base, invitons les gens à participer concrètement de 2 manières, qui sont complémentaires. La première, plutôt que d'avoir de l'argent qui traîne sur un compte en banque, comme les coopératives existent et que dans leur domaine très spécifique, une coopérative d'habitation, elle génère des rendements, et il y a dans le monde entier, en tout cas en Suisse c'est très fréquent, des gens qui placent de l'argent dans une coopérative et qui obtiennent en contrepartie des rendements annuels de l'ordre de 3 à 4%. Ce n'est pas du tout exceptionnel. Simplement, souvent, c'est dans un but social pour loger des personnes à faible revenu qui n'ont pas les moyens de mettre des fonds propres.
nous avons dit, faisons une solution mixte. Soutenons l'idée que les lieux qui sont labellisés Ecopole bénéficient de fonds placés par des tiers parce qu'ils soutiennent la démarche, mais que cette démarche, elle soit aussi financée par des gens qui habitent sur place et qui disent « j'ai des fonds propres, mais je souhaite que d'autres participent, même s'ils n'ont pas les fonds propres. » Donc, placer de l'argent, c'est un moyen de soutenir, comme un fonds vert, comme on va dire, on va soutenir un projet d'usine hydroélectrique de faible envergure dans un pays en développement, ou alors on va soutenir le microcrédit. Au même titre, on va soutenir une coopérative et avoir des retours sur investissement d'un certain rendement. Et puis, deuxième étape, venir habiter sur place parce qu'on a envie d'essayer, on a envie de se lancer. Et ça, c'est aussi un gros défi. Et la troisième, c'est habiter seulement, mais sans avoir les fonds. Vu que nous avons formulé cette approche mixte, nous pouvons raisonnablement se dire, nous y arriverons, nous arriverons à faire fonctionner ce lieu, et c'est possible concrètement de démarrer une activité dès maintenant, parce qu'on a réservé plusieurs lieux qui peuvent démarrer. Alors comment ça fonctionne ces lieux? Dans le projet Ecolavo, qui est dans un lieu patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO, c'est un lieu magique, et nous permettons à du public de venir, soit sur ses fonds propres, soit comme simple locataire. Nous avons maintenant un délai pour ce projet, et si nous ne réussissons pas à tenir ce délai, plan B, nous vendons classiquement à des individus qui voudront avoir un lieu éco-construit de qualité, mais qui ne s'engageront en rien à avoir des liens sociaux et humains forts avec leurs voisins et à avoir des ateliers, des bureaux et des ruches de projets créatifs dedans. Le but à ce stade, et au stade de tout projet qui démarre, c'est d'avoir un plan B pour dire « je suis réversible si mon degré d'innovation, de créativité, de pionniérisme n'est pas reconnu par la société et que je n'arrive pas dans les délais raisonnables à trouver les fonds nécessaires. » Donc nous avons pensé au projet plan B et en même temps, nous sommes capables de dire si nous réussissons le pari d'obtenir les fonds dans les mois qui viennent, lorsqu'on démarre un projet, eh bien on a tout un réseau de fournisseurs, et c'est ça l'intérêt du réseau Ecopole, qui est capable de construire à des bons prix, d'accompagner le chantier, d'installer des toilettes sèches, de développer les liens socio-économiques en amont, de prévoir des ateliers, et au final, d'avoir une vraie relation d'économie sociale et solidaire, où on peut rendre des comptes une fois par année, en évaluant la viabilité de la communauté, c'est ça le label Ecopole, l'évaluation de la viabilité d'une communauté, et à travers cette viabilité, démontrer que chaque année, il y a des petites améliorations qu'on n'a jamais fait parfaitement, mais qu'on fait un petit peu mieux que l'année dernière, et qu'on s'est donné les moyens de prendre un week-end par année pour réfléchir à tout ça, pour prendre les critères développés par les écovillages qui ont beaucoup d'avance sur tout le monde en matière d'écologie communautaire, et utiliser ces environ 70 pages de critères de qualité du label Ecopole pour se poser les bonnes questions sur les liens sociaux, sur les liens économiques, et au final, améliorer notre relation à la planète. Merci.